Vous allez vous rendre compte, RFI, pour ne pas le nommer, en l'espace de 3 jours, fait une série d'articles sur le Burkina, basés sur des informations totalement fausses. Je dis bien totalement fausses. La première, c'est de dire qu'il y aurait un contingent de l'armée malienne accompagné des Russes qui sera arrivé à Ouagadougou pour protéger le capitaine Ibrahim Traoré. C'est pour ça que je dis, nous les Africains, on doit choisir désormais nos sources et prendre un peu de recul. Parce que je veux qu'on raisonne par l'absurde. Admettons que cela soit vrai. Il y a quoi d'extraordinaire là-dedans? Puisque les armées de ces deux pays collaborent déjà ensemble. Et Ibrahim Traoré a eu à dire plusieurs fois, nous travaillons avec les Russes. Donc les Russes sont au Burkina, les Maliens travaillent avec les Burkinabés. Et comme l'a dit Sidi Kaba tout à l'heure, il y a désormais un droit de poursuite. Donc voir un militaire malien au Burkina n'a rien d'extraordinaire. Mais ce qu'il faut vous lève là pour noter le deuxième fake news répandu toujours par le même média, RFI, qui dit le Conseil des ministres n'a pas pu se tenir le mercredi. Sauf que ils ne font pas le minimum de travail journalistique de chercher à savoir mais pourquoi il n'y a pas de conseil. Ça les intéresse pas, Ça les intéresse pas parce que l'objectif c'est de dire mais on vous a dit qu'Ibrahim Traoré vit désormais caché, on vous a dit qu'il s'est enfui, la preuve il n'a pas pu présider le Conseil des ministres. Mal on a pris, il y avait Conseil des ministres le jeudi. Nous on a pris sur nous de recouper les deux informations à la fois. Le premier coup d'État au Burkina, celui de janvier 2022, a été opéré par des militaires avec à leur tête le lieutenant-colonel Damiba, au prétexte que le président civil qui a été réélu, Roch-Marc Christian Kaboré, n'avait pas réussi à relever le défi sécuritaire. Et puis, 8 mois après, Damiba lui-même a été renversé par le capitaine Ibé, et avec la promesse de régler la question sécuritaire. À ce jour, elle n'est pas réglée. Donc, pour moi, s'enfermer dans une échéance comme ça de 3 mois n'est pas raisonnable. Ce qui est le plus raisonnable, c'est le choix du paradigme. Quel est le paradigme qu'on choisit pour répondre au terrorisme? Je remarque en tout cas pour ma part que l'option sécuritaire, du tout sécuritaire et militaire, en pensant que on pourrait écraser les terroristes en amenant des armées internationales, en amenant des drones, en achetant, n'a pas totalement fonctionné. Parce que toute la dimension non militaire, puisque la crise sécuritaire au Sahel, elle n'est pas que militaire et sécuritaire. Il y a toute la question du développement, la question de la cohésion sociale, la question de la gouvernance. Pour moi, l'enjeu, c'est pas le paradigme, c'est pas l'échéance dans laquelle on s'enferme, mais c'est le paradigme qu'on choisit, la réponse holistique qu'on choisit d'apporter qui va permettre de régler sur le moyen et le long terme la crise au Sahel. Oui, moi j'aurais dit, et je suis d'accord avec Sidi Abba par rapport à cela, je pense que 3 mois c'était peut-être pour changer de paradigme et pour inverser la tendance sur le terrain. Parce que ce qu'il faut relever, et pour le souligner aujourd'hui, avec notamment les États de l'AES, c'est qu'il y a une nouvelle façon de lutter contre le terrorisme, du moins militairement. Avant, on était dans une posture où c'est les terroristes qui donnaient le là. Et les États étaient plus dans la réaction. Et cette réaction même avait souvent du mal à être mise en œuvre parce que il y avait un certain nombre de lourdeurs politiques. Pour moi, l'occasion qui m'a été donnée de faire le tour dans ces pays, de rencontrer des hauts officiers de ces armées-là, j'ai eu à comprendre en fait un certain nombre de choses qu'on ne voit pas étant de loin. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que vous pouvez voir des États des armées de ces États organiser des opérations contre les groupes terroristes. Avant, qu'est-ce qui se passait? On restait et quand il y a une attaque quelque part, on dit bon, il faut réagir. Et même cette réaction, elle prenait souvent énormément de temps. En stratégie militaire, si quelqu'un vous attaque aujourd'hui et que vous programmez de riposter dans une semaine, vous êtes d'accord que vous êtes totalement largué. Donc je pense que aujourd'hui, il y a cette inversion. Et je suis totalement d'accord avec Sidi Kaba quand il parle d'une vision globale de ce phénomène. Je pense que toute proportion gardée, il est difficile aujourd'hui de se donner un temps raisonnable. Et les problèmes sont tellement interconnectés. Il faut du militaire, il faut du sécuritaire, mais si vous ne faites que ça, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Ce qu'il faut relever, et pour continuer dans cette logique, c'est que l'AES aujourd'hui nous démontre qu'il est possible de faire les choses autrement, par nous-mêmes. Parce que n'ayons pas peur des mots. Faisons le premier bilan de la première partie de la lutte contre le terrorisme, où vous aviez sur notre sol au Sahel toutes les grandes puissances du monde qui
sont aussi constitués des pays qui ont les plus grands moyens, les plus grands pouvoirs militaires. Le résultat est catastrophique parce que le terrorisme, au lieu de reculer ou bien au lieu d'être anéanti comme l'avait annoncé Hollande, c'est plutôt métastasé. C'est-à-dire qu'il s'est plutôt répandu. Donc c'est un échec cuisant. Et comme j'aime le dire, on ne peut pas faire la même chose chaque fois et espérer obtenir un résultat différent. Exactement. Ce qui vient d'être lancé avec l'AES, c'est une nouvelle manière de faire, c'est un nouveau paradigme, ce sont des nouveaux acteurs. On aura le temps de faire le bilan. On aura le temps de faire le bilan. On continue. Bon, je veux revenir là-dessus. J'aime bien que mes deux copanélistes, comment dirais-je, ont abordé cette vision-là. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, si vous voulez, des dynamiques global. Mon collègue Sidi a parlé tout à l'heure de la dimension holistique des choses. Au Sahel, nous avons tous l'expérience aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé. Pour que vous puissiez construire, ce que je peux dire là-dessus, c'est que bon, on peut peut-être avoir la dimension holistique, sauf que le développement que ce soit le développement social ou le développement économique, est intimement lié et corrélé, comment diriger à la stabilité des territoires. D'accord ? Je comprends un peu le discours, c'est-à-dire il est dans sa dynamique, c'est-à-dire pour encourager son peuple. C'est important de voilà, le dire aussi. Pour encourager son peuple, qu'on voit très bien, le galvaniser, qu'on voit très bien. Mais je pense pas que ce sont des gens qui sont idiots. Ils ont mis en place des stratégies qu'ils sont en train de mettre en place. Ce sont des stratégies idoines et qui sont efficaces et qui portent leurs actions. Si ces pays-là continuent à être attaqués aujourd'hui, tout simplement, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont en train de mettre en place des stratégies et des dynamiques qui sont des dynamiques efficaces. Donc, à partir de là, Sito, il a mal dit, bon, on est dans une société de communication aussi, il faut le savoir. Peut-être que c'était nécessaire. Je tiens à rappeler quand même le 11 juin, donc il y a eu une attaque djihadiste qui a fait de nombreux morts, entraînant, selon des médias, des mouvements de protestation de la part des militaires. Info qui a été démentie par le président lui-même. En tout cas. Tout à fait. Je crois que Sidi Kaba voulait dire quelque chose et puis je réagirai sur cette question. Non, ce que Jules a dit qui est absolument important, c'est que on a mis du temps à comprendre que nos destins sont liés, que la crise sécuritaire au Sahel joue un peu dans les vases communicants. Et qu'à un moment, on avait vendu, par exemple, au Niger, ses partenaires lui ont vendu l'idée que lui, il peut être résilient et laisser le Burkina et le Mali de côté. Et donc, d'où le retrait, quand les militaires français sont partis de Burkina, du Mali plutôt, ils se sont installés au Niger. Et on avait vendu au Niger cette idée que nous, on savait qu'il était déjà inexact, que le destin de ces pays-là est commun et qu'ils ne peuvent. Et je crois que c'est cette nouvelle dynamique-là qui est aujourd'hui porteuse d'espoir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Comme on a réussi à créer des malentendus entre Bamako, Niamey et Ouaga, quand les militaires nigériens sont attaqués, ils ne peuvent pas aller au Mali. Et quand les Maliens sont attaqués, ils ne peuvent pas venir. Or, aujourd'hui, la dynamique nouvelle qui s'est créée, c'est qu'il y a des actions communes qui sont engagées, mais il y a la possibilité le droit de poursuite s'exerce assez facilement. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important et je voulais le souligner avant que Jules prenne la parole. Avec l'AES, cela est possible. Voilà. Peut-être avant de revenir sur la question d'actualité que vous avez posée, il faut noter quand même que mine de rien, en très peu de temps, on peut dire qu'on a des premiers résultats concrets par rapport à cette nouvelle dynamique. Ne perdons pas de vue que le Mali a récupéré Kidal, qu'on nous avait vendu comme un bastion imprégnable pour les groupes terroristes. Donc, cette faculté de travailler ensemble, c'est pour ça que je dis l'AES parle à toute l'Afrique. Si on est ensemble, parce que c'est quand même ahurissant de penser que vous pouvez vivre, comme Jean-Marie disait, en vase clos. C'est pas possible. C'est des pays qui partagent des frontières, qui ont les mêmes peuples, qui partagent les mêmes cultures. Donc les terroristes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se baladaient dans ce qu'on appelle les zones des 3 frontières. Et ils avaient la latitude parce qu'ils savaient que s'ils font un coup au Mali, les militaires maliens ont une limite à laquelle ils ne pourront pas franchir, etc. Donc, cette mise ensemble a redonné un espoir. Et n'ayons pas peur de mots, il y a un changement de paradigme, parce que le fait aujourd'hui d'avoir renforcé leurs liens militaires avec la Russie, je tiens à préciser que c'est des liens qui existaient déjà, a permis aussi que sur le terrain, on voit une différence. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, si on ne prend que le cas du Mali, que vous avez eu le G5 Sahel, vous avez eu Takuba, vous avez la MINUSMA, vous avez Barkhane et tout. Pour le résultat qu'on a eu là, est-ce que ça en valait vraiment le coup? Et comme par hasard, le jour où ils ne sont plus là, on arrive quand même à voir que les terroristes, en réalité, ne sont pas aussi puissants que ça. Parce que on a vendu, et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas régler ce problème si on ne se pose pas une question centrale.
comment est-ce qu'on est arrivé à ce que le Sahel devienne le cœur du terrorisme mondial? C'est une question que j'aimerais qu'on pose. Parce que il faut l'expliquer alors. Il faut pouvoir l'expliquer. Comment on en arrive à faire que le Sahel soit devenu le cœur du terrorisme mondial. C'est une question qui me semble centrale. Maintenant, pour revenir sur l'actualité, je laisserai le soin à Jean-Marie puisqu'il souhaite expliquer ou répondre à la question que j'ai posée. Effectivement, on est dans une situation d'extrême fragilité au sein des États de l'AES. Et cette guerre se déporte sur un champ qui est le champ informationnel. C'est normal. Pourquoi? Parce que les changements ne font pas plaisir à tout le monde. Vous êtes en train de démontrer à des gens qu'ils avaient échoué. Vous êtes en train de démontrer qu'on peut se passer d'un certain nombre de pays et de puissances et ne pas mourir, contrairement à ce qui était vendu avant. Moi, j'ai suivi l'ancien Premier ministre du Niger, le pays de notre frère Sedi Kaba, déclarer à Mondo Vision que son pays, le Niger, ne peut pas tenir sans l'aide internationale. Ils ne peuvent pas vivre s'ils ne sont pas assistés. Eh bien, j'ai vu qu'on a sanctionné le Niger, on a ostracisé le Niger pendant 1 an, mais le Niger ne s'est pas effondré. Ça a été difficile, inhumain, mais le Niger ne s'est pas effondré. Moi, je tiens ce message. Ça veut tout simplement dire c'est possible de faire autrement. Et l'autre chose qu'il faut relever, et ça c'est très important, c'est que le fait d'avoir coupé les chaînes avec certains partenaires fait en sorte qu'on a une meilleure visibilité sur cette lutte contre le terrorisme. Moi, j'ai discuté avec des hauts gradés de l'armée malienne qui me font savoir qu'à l'époque, ils avaient besoin de l'autorisation de la France pour mener les opérations sur le territoire malien. Ça veut dire que vous avez une armée d'un pays qu'on dit souverain qui ne peut pas se mouvoir sur son propre sol sans avoir l'aval d'une puissance étrangère. Et il m'a relevé aussi le fait qu'ils avaient parfois l'impression que leurs soldats étaient utilisés comme des chairs à canon, parce qu'ils n'avaient pas toujours la certitude de comprendre le renseignement qui leur était donné. Parfois, on disait les terroristes sont à gauche alors qu'ils étaient à droite, etc. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir pris, entre guillemets, le contrôle sur cela permet quand même qu'on puisse avoir un réel motif d'espoir. Mais j'ai envie de dire, ce problème du terrorisme ne se réglera de manière définitive que s'il y a une concomitance entre l'action militaire et une action de régressement social basée sur l'équité, ça veut dire une meilleure redistribution des richesses. C'est très clair. Merci. Vous souhaitiez réagir, donc on insiste, hein, effectivement, les défis sécuritaires restent très importants. Donc, dans cette zone-là, on rappelle et on souhaite toutes nos condoléances à toutes les familles qui sont malheureusement qui ont vécu ce deuil. Donc, une centaine de morts. Donc c'est important de le rappeler, mais néanmoins le président a été rassurant, a voulu rassurer donc sa population parce que malheureusement il y a aussi des médias qui reprennent des choses en boucle. Oui, peut-être sur cette question, c'est très important. Je vais laisser Jean-Marie parler. Nous, par exemple, à Vox Africa, l'un des paris qu'on a pris, c'est de moins donner de l'écho aux attaques terroristes. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on a joué le jeu des terroristes, peut-être parfois sans s'en rendre compte. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'ils cherchent les terroristes? C'est des actions d'éclat. Ils veulent qu'on en parle. Et c'est ça qui crée la psychose auprès des populations. Et sur ces médias occidentaux qui malheureusement sont encore à mon goût très courus en Afrique, on passe le temps à vanter les prouesses des terroristes, mais quand les armées de ces pays réalisent des exploits, on n'en parle presque pas, on essaye de trouver des explications. Donc nous, à Vox Africa, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il nous intéresse, c'est de savoir que l'armée du Mali, l'armée du Burkina, l'armée du Niger a mis hors d'état de nuire tel bastion des terroristes et tout. Les actions d'éclat des terroristes, on en parlera le moins possible. Aujourd'hui qu'on découvre que la communication est un enjeu. Parce que dans le cadre de la guerre informationnelle qui s'est vue aujourd'hui au Sahel, on parle vraiment de guerre. Non, mais c'est la guerre informationnelle. On donne des phobies là, on minimise les victoires des armées. Tout ça, c'est pas gratuit. Il y a une arrière-pensée là-dedans. Et je pense que c'est absolument important. Il y a d'abord le fait que nous ayons besoin des médias africains et des médias panafricains. Et puis, ce qui est intéressant dans la dynamique qui s'est créée aujourd'hui au Sahel, c'est aussi la primeur que les dirigeants réservent à leur opinion nationale. Pendant longtemps, moi je me souviens qu'à un moment, les Nigériens ont appris le fait que l'armée du Mali, l'armée française en partant du Mali,
va rentrer au Niger, va se redéployer au Niger. Les Nigériens l'ont appris sur des médias non nigériens. Je ne dis pas que les médias non nigériens ne doivent pas informer, mais la primeur des dirigeants, c'est de donner l'information à leur opinion nationale. Et cette dynamique est en train de se créer. Et c'est important, à mon avis, qu'elle se poursuive et que aussi on comprenne les enjeux de l'information, qu'on appuie les médias, parce que les médias nationaux et les médias panafricains, c'est absolument important, parce que c'est vraiment la guerre. Hein. C'est vraiment la guerre à ne pas minimiser encore une fois. J'ai envie de dire, je vais peut-être prêcher pour ma chapelle, mais c'est d'abord une guerre d'information. Tout est d'abord une question de perception. Ce qui s'est passé au Burkina ces derniers jours, on est au cœur de ce qu'on appelle la guerre d'information. Vous allez vous rendre compte, RFI, pour ne pas le nommer, en l'espace de 3 jours, fait une série d'articles sur le Burkina basés sur des informations totalement fausses. Je dis bien totalement fausses. La première, c'est de dire qu'il y aurait un contingent de l'armée malienne accompagné des Russes qui sera arrivé à Ouagadougou pour protéger le capitaine Ibrahim Traoré. C'est pour ça que je dis, nous les Africains, on doit choisir désormais nos sources et prendre un peu de recul. Parce que je veux qu'on raisonne par l'absurde. Admettons que cela soit vrai. Il y a quoi d'extraordinaire là-dedans? Puisque les armées de ces deux pays collaborent déjà ensemble. Et Ibrahim Traoré a eu à dire plusieurs fois, nous travaillons avec les Russes. Donc les Russes sont au Burkina, les Maliens travaillent avec les Burkinabés. Et comme l'a dit Sidi Kaba tout à l'heure, il y a désormais un droit de poursuite. Donc voir un militaire malien au Burkina n'a rien d'extraordinaire. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'objectif caché derrière. C'est une façon de dire que le pouvoir burkinabé est chancelant, que l'armée burkinabé est divisée et que l'armée ne fait plus confiance à son chef, ou que le chef ne fait plus confiance à son armée, au point d'être obligé de faire venir les Maliens et les Russes comme par hasard pour le protéger. Et ce qui vous dit, pour le cas, c'est une information totalement fausse. Et c'est pour ça que le président Ibrahim Traoré a pris la parole. Il a pris la parole de façon très décontractée. Attention. La guerre informationnelle dont nous parlons là est très importante. Je vais essayer de revenir. Jean-Marie réagit, je reviendrai. Il va revenir. La guerre informationnelle est très très importante, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle permet aux dirigeants de faire avaler au peuple, c'est-à-dire un certain type de mensonge. C'est-à-dire que les actions, on ne pose pas exactement sur la table les actions à réaliser. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3 étapes. On fragilise d'abord le peuple, c'est-à-dire en le lobotomisant par un certain discours. Après, le peuple est zombifié. Une fois qu'il est zombifié, on suit la guerre, si vous voulez. Tout simplement, pourquoi? Les gens vont vous dire, vous verrez, la plupart des gens vont vous dire, ah oui, on en a parlé à la télévision. Mais qu'est-ce qui va chercher la source? Quelle est la provenance de cette source-là? Donc, à partir de là, c'est à nous d'être vigilants là-dessus, de poser notre narratif sur la table face au narratif des autres. Je répète, je réitère encore ce que j'ai dit là tout à l'heure, c'est que moi, j'ai applaudi des 2 mains quand le président, Assimi Goïta, a fait partir, les forces étrangères de chez lui, enfermant même les radios. Quand ça se passe chez nous en Afrique, on se dit, oh, mais ces Africains-là, mais bon sang, mais comme ils n'ont rien compris à rien. Sauf que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? On se ferme Sputnik en France, on ferme, Russia Today. Pourquoi? Quand ça se passe chez nous, on nous traite, d'arriérés. Nous ne comprenons rien de la marché du monde. Mais maintenant, j'estime que la jeunesse africaine a atteint la masse critique essentielle pour pouvoir, c'est-à-dire bousculer ces gens-là et leur faire comprendre que vous, la jeunesse, vous n'êtes plus la jeunesse de nos grands-parents. Vous comprenez maintenant les paradigmes et les dynamiques du monde. Et à l'Afrique de construire son propre paradigme à partir de ses propres dynamiques. Donc la guerre informationnelle, essentielle. Je voulais terminer en disant qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Les vraies usines à fake news, ce sont ces gros médias qu'on vénère à longueur de journée. Vous vous rappelez tous du rôle de ces médias-là pour la guerre du Golfe, avec les fameuses armes de destruction massive, avec les mises en scène grossières qui ont été montées et portées par ces différents médias-là. Il faut noter, et je relève là pour noter le deuxième fake news répandu toujours par le même média, RFI, qui dit le Conseil des ministres n'a pas pu se tenir le mercredi. Sauf que ils ne font pas
le minimum de travail journalistique, de chercher à savoir mais pourquoi il n'y a pas ça de les conseil. intéresse pas. Ça les intéresse pas parce que leur objectif c'est de dire mais on vous a dit qu'Ibrahim Traoré vit désormais caché, on vous a dit qu'il s'est enfui. La preuve, il n'a pas pu présider le Conseil des ministres. Mal leur en a pris, il y avait Conseil des ministres le jeudi. Nous, on a pris sur nous de recouper les deux informations, à la fois au niveau du Burkina et au niveau du Mali, pour l'affaire des fameux militaires maliens et russes. On a eu toutes les informations. Et pour l'affaire du Conseil des ministres, on a effectivement eu à recouper. Et on nous a dit non. Dès le dernier Conseil des ministres, on savait que le prochain serait le jeudi, parce que le lundi était férié. Donc, on ne pouvait pas le tenir le mercredi comme d'habitude. Mais RFI, ils s'en foutent à la limite, parce que leur objectif, c'est d'instrumentaliser un fait. Parce que comment on construit généralement un fake news? On passe sur un fait qui est avéré, et derrière, on met tout ce qu'on veut. Ce qui est avéré, c'est qu'il n'y a pas eu conseil de ministre le mercredi. Sauf que on ne vous donne pas la vraie raison et on fait des insinuations. Ce qui est avéré, c'est qu'il y a eu des vols d'avions qui sont partis du Mali vers le Burkina. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qui était dans ce vol et pour quelle raison. Et on peut construire tout ce qu'on veut là-dedans. À chaque pays, ses intérêts, à chaque Bien pays, sûr. son devoir, à chaque Bien pays, sûr. peu importe. C'est-à-dire que pour le coup, c'est au Burkina Faso de reprendre la communication et de dire voilà exactement ce qui s'est passé, ou à l'Afrique. Oui, je voulais terminer là-dessus parce que C'est tout. on a bien dit, beaucoup de gens ont dit mais pourquoi ils n'ont pas communiqué et tout. Oui, voilà. Et moi j'ai trouvé ça pour une fois très malin. Au début je n'étais pas d'accord Oui. avec eux et moi-même je me Beaucoup suis ne sont pas inquiété. d'accord. Mais il faut qu'ils comprennent, la guerre c'est aussi et avant tout la stratégie. Si aujourd'hui vous décidez de jouer leur jeu, ça veut dire que vous tombez facilement dans leur piège. Parce qu'il y a une technique que vous connaissez, prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans une dynamique d'action-réaction, c'est eux qui contrôlent. Pour une fois, ils se sont rendus compte que ça ne s'est pas passé comme ils souhaitent. Parce que maintenant qu'ils n'ont plus la main mise dans le Sahel, ils sont en manque d'informations réelles. Donc parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre en branle leur usine à fake news pour vous amener à leur donner les informations qu'ils recherchent. Donc je veux dire que dans un temps comme ça, c'est important pour un pouvoir de maîtriser aussi l'initiative de la communication. Bien sûr, à chacun sa stratégie, mais est-ce que ça peut ne pas apeurer les populations? Parce qu'il faut penser aussi aux populations qui attendaient. Je suis absolument d'accord avec vous. Moi-même, je pense que ça peut être un couteau à double tranchant. L'absence de communication peut alimenter la rumeur, mais en l'occurrence, ça a permis justement de faire la démonstration que si avant cet événement, les gens avaient dit non, il y a des grands médias qui nous en veulent, on va lui ouf, c'est parce que bon, etc. Mais le fait que cette stratégie ait été utilisée a permis de mettre en évidence vraiment cette posture, la guerre informationnelle, la volonté de détruire vraiment les pays à partir des fausses informations. Mais à mon avis, il faut savoir doser. Oui, c'est un problème de choix. Parce que ce que je veux dire à Aïssatou, c'est que parfois, les gens peuvent penser qu'on exagère. Parfois, les gens peuvent se dire, non, mais c'est tellement gros. Ils peuvent pas dire ça. Aujourd'hui, la stratégie a permis de mettre à nu. Parce qu'à chaque fois qu'ils n'ont pas eu d'informations, ou ils savaient pas, nous, on avait l'information. Ils ne savaient pas où était le capitaine Ibrahim Traoré. Ça leur permettait de développer tous les fantasmes. Et le capitaine Traoré l'a très bien dit, on l'a fait cette fois-ci exprès. On a voulu laisser un peu de temps parce que généralement, quand on parle, les gens peuvent penser qu'on grossit les traits. Mais vous vous rendez compte que vous avez aujourd'hui des médias qui se revendiquent être des donneurs de leçons, qui se revendiquent être les plus crédibles, qui peuvent s'acharner sur la base d'aucune information. Et ce que j'ai trouvé grave, c'est qu'une fois après qu'ils ont l'information, une fois après que le Conseil des ministres soit tenu, ils n'ont pas eu l'humilité. Mais personne ne reviendra jamais dessus. Au contraire, ils ont encore essayé de bricoler là pour dire malgré ça, il est apparu souriant, mais ça n'enlève pas le fait que dans l'armée, etc. Donc, je veux dire, le but de cette émission, pour moi, est pédagogique. Et là, on s'adresse à tous les Africains. Le produit le plus nocif, la véritable arme de destruction massive, c'est l'information. Il faut qu'on comprenne. Parce que si vous contrôlez l'opinion publique d'un État, comme ça a été le cas, ou c'est encore le cas dans la plupart des pays d'Afrique aujourd'hui, et notamment francophones, vous contrôlez le pays. Vous pensez comme ils veulent, vous mangez comme ils veulent, et vous réagissez comme ils veulent. C'est pour ça que ces médias ont été utilisés parfois pour déstabiliser des régimes, pour déstabiliser des pays. Et il faudrait aujourd'hui qu'on fasse attention. Je termine par là. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se fait au Burkina est bien.
Ça ne veut pas dire que tout ce qui se fait au Mali est bien. Ça ne veut pas dire que les autorités burkinabées ou maliennes ou nigériennes sont absourdes. Non. Ça veut tout simplement dire qu'il faut désormais faire attention à ce qui est donné à voir. Parce que c'est à travers cela qu'on vous manipule. Imaginez le niveau de fragilité que cette fausse information peut avoir au sein de l'armée burkinabé. C'est juste grave. Et je pense que la visite du président Assimi au Burkina était un signal fort pour essayer de mettre un terme à tout ce que cela a pu créer comme remous. Vous savez qu'Assimi, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Je pense que depuis qu'il est à la tête du Mali, c'est sa deuxième sortie officielle. Il est allé une fois en Russie et cette fois-ci au Burkina. Ça montre quand même que la situation est suffisamment grave et il fallait donner un certain nombre de gages à la fois au Burkinabé, mais au reste des pays de l'AES qui se posaient un certain nombre